Pour nous, ce qui est important aussi, du point de vue éthique, c'est l'aspect sauvage de cette abeille noire, auquel nous sommes très attachés, tout particulièrement. Cette tradition des ruchétrons ayant très très peu altéré les caractéristiques génétiques de l'abeille, puisqu'il y a une sélection égale triple zéro, comme diraient certains écologistes. C'est-à-dire qu'on n'intervient absolument pas sur la reproduction des abeilles. On se contente de récupérer les essais. Vous allez voir le même Paul dans une de ses actions préférées au printemps, qui constitue, avec ce panier en seigle tressé, d'aller à la recherche des essaims qui se sont échappés de ces ruchers. Alors ça, c'est vraiment de l'apiculture traditionnelle, c'est-à-dire que ça présuppose bien sûr de proximité avec le rucher, pour pouvoir y aller à la belle saison, quasiment tous les jours, et récupérer les essais. On est dans une grande simplicité, et on est dans un modèle là où il y a zéro intervention sur les choix de vie de reproduction des abeilles. Donc on ne va pas dire telle colonie est performante parce qu'elle est douce, parce qu'elle est productive, parce que ceci, parce que cela. On prend ce qu'il y a, on laisse faire et on récolte les fruits de l'évolution des abeilles sans intervenir dessus. Au final, on a des populations d'abeilles qui ne sont peut-être pas toutes des bombes, comme on dit de langage professionnel apicole, mais bon an mal an, en ce qui nous concerne, par exemple, avec le professionnel, nous avons des moyennes d'environ 15 kg par ruche, en tant que professionnel. Et si on intervient moins, on va avoir un sédentaire, toujours, quelque chose aux alentours de 10 kg par ruche. Paul m'a souvent dit, tu sais, à l'époque, j'avais jusqu'à 300 colonies, et une année, ça a tellement bien marché que j'ai fait 3 tonnes de miel. Et pour lui, c'était extraordinaire. C'était un rendement extraordinaire. C'était formidable. Aujourd'hui, il y a très peu de professionnels, parce qu'il était professionnel, qui accepteraient de se contenter de 10 kg de miel par ruche, parce que ça couvre absolument pas les frais, etc. Donc voilà, ce sont des éléments pratiques d'une certaine éthique, d'un certain équilibre de vie, qui nous paraît important de vous communiquer. On en pense ce qu'on en veut, mais ça peut alimenter une certaine réflexion. Donc pour nous, ce qui est essentiel, c'est de conserver au maximum l'aspect sauvage de cette abeille noire, de préserver son génome en quelque sorte de toute altération par des opérations de sélection. Une abeille noire s'est maintenue dans ses caractéristiques de rusticité, de notre point de vue, essentiellement parce que jusqu'ici, elle n'a pas été l'objet, non pas le sujet, mais l'objet d'une apiculture industrialisée qui a comme caractéristique de modifier l'animal qu'il utilise. De le modifier avec des objectifs à court terme, qui sont ceux d'une certaine rentabilité, mais pas forcément d'une rentabilité envisagée avec plusieurs facteurs dans une approche globale. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais la rentabilité peut être évaluée de manière fort différente selon qu'on parle uniquement de chiffre d'affaires hors taxe ou si on considère l'ensemble des facteurs, entre autres, j'y reviendrai, le bien-être de l'animal, le bien-être de l'apiculteur, le bien-être de celui qui mange le produit de la terre, en l'occurrence du ciel aussi, le miel. Alors, je continue sur la découverte de notre petit univers. Donc c'est Paul qui nous a mis le pied à l'étrier, qui nous a transmis ces méthodes que certains d'entre nous, comme Chantal, avaient aussi assimilées en contact avec d'autres apiculteurs par cette transmission orale. Ce n'est pas des choses qu'on apprend dans les écoles d'apiculture. Ça, c'est une action d'apiculture sur des ruchetrons. Alors, ce qui est assez symptomatique aussi, c'est qu'on est deux. Parce que là, on est dans un système agricole qui présuppose qu'on n'est pas tout seul sur ces 200 hectares, sur son tracteur insonorisé, qu'on travaille avec d'autres,
parce que les choses sont configurées de telle manière, les dalles sont tellement lourdes qu'on peut difficilement envisager de visiter un rucher en étant tout seul, ou alors il faut vraiment avoir un dos en béton armé. Et de même pour la récolte. Le grand rucher que nous avons vu au départ, qui comptait jusqu'à 220 ruches, c'était le travail pour la récolte de toute une famille, de tous les hommes de la famille. À l'époque, il y en avait 3, pendant une semaine. Ils mettaient une semaine pour récolter 220 ruches, amenant les gâteaux de miel peu à peu à la maison où ils étaient pressés, soit dans des presses à bois, ce qui était probablement le cas vu le volume de rucher, ou s'il y a moins de ruches, c'était pressé dans tout simplement du gaz, ou à l'époque, quand ils n'avaient pas mieux, dans un sac de jute. On suspendait pour maintenir les gâteaux de cire bien malléables auprès du feu, près de l'âtre. Et avec les résidus du pressage, on faisait de l'hydromel. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que les Bretons qui faisaient de l'hydromel. Les Bretons ont conservé des usages que nous avions tout partout en Gaule et qui ont été perdus. Mais on faisait de l'hydromel qu'on appelait le mélic dans cette région, le nom de miel, mélic. Ce n'était pas du tout un hydromel comme en Bretagne, c'était un hydromel avec beaucoup d'eau et peu de miel, puisqu'on le faisait avec les résidus du pressage, les boules de cire, et il ne se gardait pas. Mais c'était la boisson bien appréciée par les gens qui faisaient du travail. Après la récolte de bois, pendant 2-3 mois, il y avait à goûter dans les champs un peu d'hydromel à boire. Voilà à quoi ressemblent, vu de dessous, ces gâteaux de miel ou rayons de miel naturel que construisent les abeilles dans les ruches-troncs. Ça construit très vite, à condition que l'essaim qui s'installe soit assez costaud, à condition que la météo soit favorable, et bon, bien sûr qu'il y ait des fleurs, il y en a toujours plus ou moins, mais lorsque les conditions sont réunies, lorsqu'on part avec un essaim de, disons, environ, comme ça, je ne sais pas le nombre d'abeilles là, mais à peu près cette étape, un bel essaim. Ça représente une ruchette d'Adam à 4-5 ans à peu près. On met ça dans une ruche d'un volume assez important. En l'espace de 15 jours, 3 semaines, c'est tout construit. Ça, ceux qui ont l'expérience des ruches barrées, ça ne les étonnera pas. Les abeilles, lorsque les circonstances sont favorables, construisent très très vite leur rayon. C'est vraiment spectaculaire. Et donc là, pour les apiculteurs, c'est intéressant de savoir qu'il y avait une réelle action de l'apiculteur sur ces ruches. Puisque, à la différence d'un tronc d'arbre creux, les saletés ne vont pas pouvoir aussi facilement être évacuées par les abeilles. Dans un tronc d'arbre creux, elles tombent. Tandis que là, régulièrement, ce qu'il faut faire 2 fois par an, c'est basculer la ruche et avec un rameau, balayer. Parce qu'il y a certaines souches qui nettoient très bien le fond de la ruche. Ces troncs sont posés sur des dalles, et d'autres, on les nettoie beaucoup moins bien. Donc il faut les aider. Et puis, ça va vous étonner probablement que dans ce modèle de ruche, l'apiculteur, à la fin de l'hiver, éliminait les ruches, les rayons, les vieilles cires. Lorsqu'il repérait qu'il y avait quelques cires qui étaient vraiment noires, il en éliminait au moins une partie, et ce de manière alternative d'une année sur l'autre. On ne peut pas dire que ce soit une pratique systématique. Et très étrangement, aujourd'hui, vous trouverez des gars comme Paul, enfin ils sont en train de disparaître. Et vous pouvez peut-être avoir la chance de les rencontrer, certains, qui vous diront malheureux, il ne faut surtout pas changer les cires des abeilles, les cadres. Il ne faut surtout pas renouveler les cires. Parce que c'est comme toi si on t'arrachait ta maison. Il faut laisser les cires, il ne faut surtout pas les renouveler. C'est les abeilles les plus petites, elles résistent mieux aux varroa, et puis ceci
pour ne pas renouveler les cires. Alors, on en pense ce qu'on en veut. Ce qui est stupéfiant, c'est de voir qu'il y a effectivement des ruches à cadre, entre autres, dans lesquelles les cires n'ont jamais été renouvelées et où les abeilles se portent très très bien. Et étrangement, nous avons eu l'occasion avec Chantal d'utiliser certaines de ces ruches parce qu'eux ne sortent pas les cadres. Ils ont une approche globale et diluée. C'est pas qu'ils craignent les abeilles, ils travaillent à Magny depuis toujours, mais ils répugnent à sortir les cadres pour regarder le cousin, des choses qu'ils ne font pas. Par contre, ils vont tout de suite le voir de l'extérieur. S'il y a un problème, ils vont l'identifier. Ils ont beaucoup de savoir-faire, mais ils n'ont pas ce geste-là. Il ne leur plaît pas. Et donc, ils ne pratiquent pas du tout ce genre d'auscultation. Et jamais de renouvellement de cadre. C'est étonnant. Et ça fonctionne très bien. Et alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que dans la plupart de ces ruches, les cadres ne sont pas complètement collés les uns aux autres comme on pourrait s'y attendre. On arrive, si on veut, très bien à les sortir. Voilà, ça c'est assez. Ça nous pose certaines questions. Après, il y a une autre chose, je vais profiter comme là, en amateur de l'abeille noire, pour apporter un témoignage de ces gens-là qui possèdent quand même une certaine expérience et qui vous diront si tu veux avoir des abeilles noires, c'est pas compliqué. Tu prends ta ruche, tu ne fais rien. Dans 10 ans, elles sont noires. Alors, le président de la SICAM nous avait dit, il tenait le même propos, le docteur Pritchard. C'est étrange. Je trouve que, de mon point de vue, ça mériterait de faire l'objet d'une étude qui ne nécessiterait pas forcément de gros moyens. Ça paraît aberrant, et puis il y a forcément probablement des paramètres qui peuvent plus ou moins permettre la validation de cette affirmation. Si on est très introgressé par des abeilles jaunes, peut-être que ça ne fonctionne pas. Mais jusqu'ici, en Cévennes, où on avait relativement une belle population d'abeilles noires, c'est vrai que ces anciens avaient observé le noircissement systématique de souches jaunes. Et nous avons pu, à Chantal, et quelques collègues, l'observer aussi. C'est-à-dire que s'il y a un relatif équilibre des forces, on va dire, les gènes abeilles noires sont quand même très puissants. Ça ne veut pas dire qu'on puisse se contenter de laisser faire les choses et de ne pas s'occuper de les conserver, mais c'est un motif d'espoir aussi, de se dire que cette génétique de l'abeille noire a une certaine dynamique et que dans certains cas, elle peut induire l'évolution du profil génétique des colonies vers la lignée abeille noire avec un certain succès. Et tout ça, on devrait le vérifier, bien sûr, par des études. Mais c'est toujours intéressant de recueillir les témoignages des gens qui sont les porteurs d'expérience finalement. Alors après, je vais vous parler de cette question. Oui. Est-ce que vous, en tant que conservateur, vous pratiquez vous retirez certains cas ou pas? Vous avez suivi les... Alors, déjà, nous, le travail de conservation que nous opérons, c'est dans des ruches à cadre. Voilà. Nous avons procédé sur des ruches et troncs encore peuplées d'abeilles noires à des prélèvements de larves, à partir desquels nous avons fait de l'élevage terrain. Et à une époque, ça a été la base d'un rucher conservatoire que nous avons constitué dans la vallée du Lothar. Et où, d'ailleurs, à l'époque, Lionel était venu chercher une dizaine de colonies pour les installer sur Rambouillet. Dans le cadre d'un rucher expérimental, pour comparer les souches d'abeilles noires de différentes régions de France. Il était allé aussi en Savoie, chez les collègues, et puis en Bretagne. Donc, voilà. Et donc, ce rucher, on l'avait au départ constitué comme ça, à l'époque où il y avait encore des colonies d'abeilles noires dans les ruchers. Et aujourd'hui, nous travaillons, vous allez le voir après, dans des ruches à cadre, mais un peu spéciales, où ce sont essentiellement des os d'Adam. Vous allez voir pourquoi. Et là, nous ne retirons pas des cires parce qu'il y a un tel mouvement
un renouvellement que ça ne nous paraît pas nécessaire. L'économie évolue beaucoup, il y a beaucoup d'essaimages naturels. C'est un rucher où la pression égale triple zéro. Comme d'ailleurs sur l'ensemble de nos ruchers professionnels, nous ne stimulons jamais l'économie. Éventuellement, nous nous nourrissons en fin d'été, mais au printemps, jamais nous les stimulons. Ce qui fait que tout ce petit monde vit un peu à son aise, ça essaime passablement. Et donc nous reconstituons, nous ajoutons des cadres, des nouveaux cadres. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, il y a certaines souches qui périssent. Nous ne sommes pas très pointilleux. En fait, nous avons des règles d'hygiène. Si par exemple une colonie vient à mourir, si la colonie nous paraît saine par ailleurs, s'il y a des cadres de miel et de couvain, nous les réutilisons. Ce qui, pour certains, peut paraître une aberration. Mais nous pensons plus à une médecine basée sur la solidité du terrain sanitaire, plus que sur la notion de traitement. Donc, un beau cadre plein de couvains. Nous estimons, pas de couvain, pardon, mais de pollen ou de miel, nous estimons que c'est quelque part quelque chose qu'on ne peut pas jeter. Il faut essayer si on peut le redonner aux abeilles. Voilà, alors une grande partie de notre action, c'est le plaisir. Le plaisir de manger, le plaisir de boire, parce que l'acte de manger nous paraît essentiel pour la construction d'une transition agricole. C'est-à-dire aller vers des pratiques agricoles où on a une meilleure alimentation d'un point de vue diététique, mais l'enjeu c'est quand même d'y paraître essentiellement, au-delà de la raison et de la santé, le plaisir, et surtout la culture du plaisir, la transmission un peu des savoir-être liés au plaisir de la table, et donc de la gastronomie autour du miel et de l'hydromel. Donc nous passons beaucoup de temps à faire goûter du miel, à discuter du miel ou de l'hydromel, et à avoir une recherche, on peut dire, gastronomique. C'est pourquoi la fête de la baignoire au Mont-Vert, c'est faite de la baignoire et des gastronomies traditionnelles innovantes, parce que c'est très important aussi pour l'agriculteur de pouvoir travailler dans une perspective de gastronomie pour tout simplement, on dirait un langage économique, dégager plus de plus-value. Voilà, on va le dire cash, mais en fait, c'est très important parce que il n'y a pas 36 manières de redonner de la valeur au travail de la terre et redonner un sens à la présence des êtres humains dans le paysage rural. Ici, c'est beaucoup moins palpable, mais chez nous, vous avez une montagne entière, des vallées entières complètement abandonnées. Les gens sont partis parce que la vie était trop dure, parce qu'on ne gagnait pas assez, et parce que dans la petite ville minière voisine, on pouvait avoir un salaire, on pouvait avoir des vacances, la sécurité sociale, quelque chose d'approchant. Autrement dit, c'est quand même la qualité de la vie ou l'absence de qualité de la vie qui a généré l'exode rural et les catastrophes, la réelle catastrophe biologique que ça a généré, c'est-à-dire la fermeture des milieux, fait que chez nous tout est envahi d'arbres. Vous savez que là où il y a de l'ombre, il y a beaucoup de fleurs, et là où il n'y a pas de fleurs, les insectes sont mal lotis. Donc tout est très imbriqué, et la base de cette construction, c'est que le travail de la terre puisse retrouver une certaine valeur. Alors, c'est vite dit, mais c'est un vaste problème. C'est un vaste problème qui ne date pas d'hier, parce que si vous lisez La Terre de Zola, 1870, vous tomberez sur un passage où un riche paysan de la Beauce, avec sa circulation se déroule, discute avec un jeune freluquet ambitieux qui se présente comme conseiller général, conseiller départemental de l'époque, et qui fait genre qu'il a tout compris. Le vieux paysan lui dit: mais arrête de dire tes conneries,
t'as rien compris au truc. C'est simple. Ou l'ouvrier gagne sa vie et le paysan crève de faim, parce que c'est comme ça que ça se passe. On plume la campagne pour les biens de l'industrie. Ou c'est le contraire. Le paysan gagne bien sa vie, mais l'ouvrier, lui, va crever de faim. Donc cet antagonisme absolument horrible, bien sûr qu'il faut le dépasser, mais longtemps ça a fonctionné comme ça, et ça continue de fonctionner comme ça aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus générale, parce que tous les gens qui produisent, qu'ils soient scénaristes, écrivains, mineurs, ouvriers, ou quoi que ce soit, vivent dans des conditions lamentables pour ce qui est de la plus-value que dégage leur travail. Autrement dit, de ce qu'ils gagnent, plus exactement de ceux qui ne gagnent pas assez, et qui fait qu'il y a plein de petits commerces qui se vident, il y a plein d'agriculteurs qui se suicident. Donc bien rigolé, hier en voiture on a écouté une émission sur France Info complètement bidonnée par un fifre de la Chambre d'agriculture de Picardie, ou un truc comme ça, qui vantait les mérites du travail d'agriculteur, l'avenir radieux que ça représente pour la jeunesse. C'est quand même la profession la plus de suicides en France, c'est celle des agriculteurs. C'est pas un hasard, parce qu'en plus de la solitude, souvent, il y a des conditions déplorables, et surtout, l'agriculteur est souvent confronté à l'absence de valeur de son propre travail. Son travail est dévalorisé. Parce que quand vous produisez une céréale clafie de pesticides, et tout le monde commence à pointer du doigt, qu'on vend à un prix ridicule, c'est pas valorisant. C'est-à-dire que le travail perd son charme et tout son sens. Et on ne vit pas que d'argent, on vit aussi de dignité humaine. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est très important d'aboutir à produire un vin, ou un miel, ou une céréale, ou un fromage, ou quoi que ce soit de similaire, qui ait une valeur gastronomique, qui génère un certain plaisir, et que les gens recherchent, et qu'on échappe à ce massacre à la tronçonneuse, qui est l'alimentation de masse d'une société de masse. Massacre à la tronçonneuse, pas seulement du monde rural et agricole, mais aussi par conséquence de l'environnement. Pourquoi Voilà, nous sommes là dans le rucher conservatoire où nous travaillons pour retourner sur ce point avec des os d'Adam. Alors ce système nous permet déjà d'utiliser du matériel qui existe en abondance, on n'est pas obligé d'aller chercher des choses spécifiques. Et là-dedans, les colonies d'abeilles vont se développer de manière assez naturelle, un peu dans l'idée d'une ruche barrée finalement. On va pouvoir entasser autant de os qu'on veut. Et le moment venu, comme c'est un rucher dont on s'occupe du mieux qu'on peut, de quand on peut, on arrive parfois à avoir monté comme ça 4 os. Et si peuplé d'abeilles, et à chaque os, on va trouver pas seulement du miel et du pollen, mais du couvain, très bizarrement, depuis en bas jusqu'en haut. Ce qui fait qu'on ne va pas vraiment pouvoir les récolter, celle du haut, pour avoir du miel, ça ne va pas être une affaire. Mais par contre, si on veut faire de l'élevage, c'est très bien. Parce que, mettons, si on a 4 os comme ça, on prend 3 plateaux, paf, 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 on pose les 3 os qui superposent celle du bas, on met un nourrisseur, on met un toit, et on les écarte un peu les unes des autres. Et tout ça va donner en fait des colonies par dédoublement à l'ancienne. Si on reprend les manuels d'agriculture anciens, on voit qu'ils procédaient comme ça. Ils ne déplacent pas les colonies divisées de 3 km parce qu'ils n'avaient pas de voiture pour le faire. Et ça fonctionne. Alors il faut un peu doser le flux des abeilles, c'est-à-dire qu'il va y avoir un des paquets de cartes dans laquelle il y a la reine, et ça va avoir tendance à pomper, comme on dit, toutes les abeilles. Donc il faut être un peu attentif. Celle-là, il faut la désavantager un peu, il faut orienter les autres de manière à ce que le flux d'abeilles se répartisse de manière à peu près équilibrée, hein, si nécessaire en revenant sur les lieux au bout d'une heure, quelque chose comme ça, et ça marche assez bien. Et l'avantage, c'est encore une fois que
on peut intervenir comme ça s'il y a déjà des cellules royales. Alors c'est très intéressant et on va avoir, mettons, des cellules royales un peu partout ou dans deux des os et on va répartir des cadres avec des cellules royales dans les autres. Là c'est un peu l'idéal, c'est-à-dire qu'on va intervenir pour diviser la colonie au moment où elle-même est sur le point d'exploser. Ça va nous éviter de monter dans des arbres trop hauts, ça va nous éviter éventuellement de perdre des essais si on n'est pas là, si beaucoup plus loin. Et on peut aussi le faire, si on veut, en tant que pratique agricole de base, si on veut obtenir des colonies par des voies naturelles. C'est le rucher, le miel de ce rucher, c'est... Alors j'y reviendrai, mais je voulais poser une question. Oui, dans les ruches à tronc, comment vous faites pour contrôler la loque et les maladies? Alors, dans les ruches tronc, globalement, on travaille sur le terrain sanitaire. On ne va pas être dans une approche symptomatique. C'est-à-dire qu'on va donner à l'abeille des conditions de vie favorables et on va avoir une approche un peu globale de l'extérieur. Avec l'expérience, se rendre compte que si une colonie est en déclin, on va aller regarder à l'intérieur. Et sinon, on ne va pas l'ouvrir, sauf pour la récolter ou quelque chose comme ça. Et les traitements de la loque, les traitements anti-varroa et tout ça, ce sont des choses qui sont étroitement liées à l'évolution de l'apiculture, son industrialisation. Auparavant, on avait beaucoup moins de problèmes. À savoir que des colonies fortes naturellement, où elles se maintiennent très bien dans la nature. Il y a eu pendant des millénaires des colonies d'abeilles noires en quantité sur tout l'hexagone et elles n'ont jamais été traitées, ni contre la loque, ni contre quoi que ce soit. Non, il n'empêche qu'il y a eu des catastrophes avec la loque. Oui, mais récentes. Zema, ça existait. C'est en fait le problème de la ruche comme ça, c'est que si on a un tas de loques, eh bien ça se transmet. Et alors, ça, c'est trop tard. La loque, pour en revenir à ça, c'est comme certaines pandémies. Je veux dire, des spores de la loque, il y en a toujours plus ou moins dans tous les ruchers, dans toutes les colonies, mais la posologie fait que ça ne bascule pas dans une pathologie déclarée. Mais c'est une conviction que nous avons, hein, qu'on peut partager ou ne pas partager, c'est que la santé dépend essentiellement du terrain. C'est-à-dire que si vous avez un terrain sain et fort, où vous cultivez vos animaux ou vos végétaux de manière à ce qu'ils aient les bases hygiéniques de prospérité, les maladies peuvent rester en deçà du côté problématique. Et il est vrai que des phénomènes comme mais surtout je pense, par exemple cet été, il y avait chez nous, beaucoup de cas de fausse teigne. Il y a eu beaucoup de problèmes liés à la fausse teigne. Mais la fausse teigne, typiquement, intervient dans des colonies faibles, qui ne prospèrent pas. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des colonies prospères. Alors, cette prospérité, la non-sélection, ce que Fukuoka appelle la non-discrimination, c'est-à-dire qu'on ne va pas discriminer une souche au bénéfice d'une autre en partant du principe qu'elle est plus douce ou plus productive, etc. La non-discrimination, c'est une des bases essentielles du terrain sanitaire, de notre point de vue, en ce qui concerne la santé animale. C'est-à-dire que si on laisse la biologie se développer selon son propre projet, c'est des langages un peu littéraires, nous avons beaucoup plus de chances de voir des individus rustiques, solides, émerger, alors que si nous allons, par exemple, par greffage, pour parler en termes apicoles, dupliquer telle ou telle souche dans l'idée que celle-ci est une souche d'intérêt, comme on dit dans l'apiculture moderne, on risque fort de biaiser, comme dirait un généticien,
la dynamique de la population. Et c'est là que, de notre point de vue, on risque les problèmes. On risque d'être confronté à des problèmes. Plus on est proche du naturel, et ça a des limites d'être proche du naturel, hein, parce qu'on fait de l'apiculture, on ne fait pas de la nature. Donc on n'est pas à 100% dans le naturel. Et plus on est proche du naturel, plus de notre point de vue, on a de chances d'obtenir un terrain sanitaire solide et d'évacuer un grand nombre de maladies, de problèmes sanitaires. Alors, nous ne mettrons pas le varroa dans le lot, parce que là, c'est vraiment un pathogène d'une action foudroyante. Et chez nous, il est très grave de constater que dans nos vallées cévenoles, où jusqu'il y a 30 ans pullulaient les essaims sauvages à la baie noire, il n'y en a quasiment plus. Et ils ont été éliminés en grande partie, probablement, par l'introduction du varroa. Donc, ce que je vous dis n'est pas vrai à 100%. Mais de notre point de vue, partagé par l'ensemble, la plupart des membres de notre association, le 100% n'existe pas dans la nature. C'est dans l'industrie peut-être, ou dans les sciences exactes, qu'on peut trouver du 100%, mais dans la nature, le 100% n'existe pas. Et c'est vrai que ouvertement, nous essayons, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une pratique agricole la plus proche possible du naturel. Donc on va tirer un trait on va renoncer, si vous voulez, à cet objectif du 100%, avec les avantages et les inconvénients. C'est ce que font des collègues qui font des vins nature, voilà, c'est ce que nous faisons. Mais pour en revenir aux aspects maladies sanitaires, depuis 10 ans pratiquement que nous menons cette action, nous observons des mortalités de l'ordre de 5 à 8%, des mortalités hivernales de 5 à 8, même 4, on peut dire de 4 à 8% par an. Ce qui est quand même, et globalement, ça fonctionne. Sans traitement varroa. Ah si, je vous ai dit. Ah, nous ne sommes pas du tout bio, entre guillemets, parce que, je dis bien entre guillemets, nous utilisons la molécule anitrase, comme la plupart de nos collègues en Lozère. C'est chez nous quasiment pour divers. Sur les rejetons de l'anitrase. Alors non, l'anitrase. Alors pourquoi tu ne traites pas les rejetons? Alors attends, les rejetons ne les récoltent pas. Et c'est pour ça qu'on les traite aussi avec l'anitrase. Mais nous ne les récoltons pas pour cette raison-là. Nous ne les récoltons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce qu'elle ne fonctionne plus de manière assez satisfaisante pour pouvoir opérer une récolte. Et ça ne tient pas à la rejetron, ça tient à l'évolution du contexte de ressources florales. Et ça, c'est malheureusement, nous avons procédé environ, depuis que nous menons cette action, nous avons repeuplé environ 50 ruchetrons. Et au début, nous étions très satisfaits. Et nous nous sommes dit, on va pouvoir en récolter un peu, et notamment parce que nous étions sollicités par des journalistes, la télévision, des choses comme ça, pour faire des émissions, et évidemment, de voir la récolte. Donc nous avons récolté des ruches, nous avons fait un peu de miel, etc. Et ça a été la porte ouverte aux mortalités. Pour nous, ce qui est fondamental, c'est le bien-être de l'abeille. Et si on voit que le modèle de ruche ne fonctionne plus assez bien pour être récolté, on n'en récolte plus. Et à partir de là, on peut les traiter avec la nitrate. Ça n'a aucune incidence sur la santé humaine et encore moins des abeilles, de notre point de vue. Non, mais autant ne pas traiter du tout, c'est ce que je fais. Ça oui, marche. mais nous, si tu veux, je t'ai dit, on a entre 4 et 8% de pertes par an sur 10 ans. Donc ça, pour nous, c'est une donnée concrète, c'est un objectif. Nous sommes pas seulement responsables de nos abeilles, mais je dirais plutôt proches, comme des cousins, des amis. Et c'est hors de question de les laisser être des victimes du varroa. Et chez nous, dans notre coin de Lozère, de Cévennes,
c'est le seul moyen vraiment efficace que nous avons. Le reste, c'est un fonctionnement qui va être satisfaisant pendant une période d'année, et puis après, on voit malheureusement un effondrement. Ça, c'est une expérience qui est, je dirais, très récurrente sur notre territoire. Et puis... Vous traitez avec la pivard? Oui, bien sûr. Non, mais la métrace, c'est autrement. La métrace, c'est la molécule. Mais c'est la pivard. Et puis même, on constate même qu'il y a, je pense, de la part du fabricant, on se souvient peut-être qu'autrefois, il y avait une grande longévité de ces fameuses lanières qui étaient imbibées de manière vraiment très très forte. Et je pense qu'avec un certain affinement des pratiques industrielles, de pharmacie vétérinaire, ils ont diminué la dose. Et aujourd'hui, il faut minimum 12 à 14 semaines de présence des lanières pour avoir un résultat efficace. Alors qu'auparavant, c'était beaucoup moins long et qu'on pouvait éventuellement réutiliser ces lanières pendant plusieurs années. Donc les choses évoluent. Et nous, ce qui nous importe en premier lieu, c'est la survie, le bien-être des abeilles. Petite question, quand ces ruches-là étaient là pour récolter, oui. Donc, comment ils faisaient? Il y avait des paniers dessus, il y avait quoi? Alors, non. Dans ces ruches, il n'y avait pas de hausse. Il n'y avait pas du tout de hausse. Ils avaient une pratique qui était la suivante. Lorsqu'une colonie était suffisamment forte au début du printemps, ils prélevaient un essai par capotement, méthode ancienne, ou alors ils le récupéraient. Et puis ensuite, ou alors ils le récupéraient dans les arbres au pire des cas, et ensuite la colonie était régénérée et ils faisaient en général 2 petites récoltes. Une après le châtaignier, une après la bruyère. Et en creusant? En creusant, avec un long couteau par le dessus, ils prélevaient quelques rayons. Et ils prélevaient par récolte environ 3 kg par ruche. Mais une ruche était pérenne pendant plusieurs siècles. Donc, si on compte, ça finit par 3 kg. Et donc, ils avaient beaucoup de ruches au même endroit. Vous voyez là, donc, à ce niveau-là, ce système de pierre sèche, bon, si on peut rentrer dans les détails, il y a beaucoup d'avantages, divers avantages, et chaque fois un socle qui se trouve ici, là par exemple, et chaque socle supportait une ruche. Donc là, on voit qu'il manque passablement de ruches qui ont été victimes du temps ou éventuellement qui ont disparu dans des résidences secondaires. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Voilà, alors ce qui nous importe, c'est de transmettre tout ça, donc d'organiser des journées pour apprendre à creuser les ruches, pour apprendre à les repeupler, parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours aussi simple que ça l'était autrefois. Autrefois, le modèle était tel, la prospérité des abeilles était telle qu'une ruche, sitôt abandonnée, sitôt vide, était repeuplée spontanément par une colonie d'abeilles. Aujourd'hui, vous vous doutez que ce n'est pas aussi simple. Donc, des journées pour apprendre à tailler les troncs, le châtaignier en l'occurrence, et puis éventuellement aussi donner des pistes, des conseils aux uns aux autres pour restaurer un rucher, pour savoir où trouver des lozes, un schiste, etc., etc. C'est des animations, ce type d'animation et ce type d'action pour nous aussi c'est très important. Alors, pas seulement d'asseoir des gamins dans un rucher, mais pendant, par exemple, dans ce cas-là, pendant une semaine, il y a des collégiens d'Espagne, de Pologne et de Toulouse qui sont venus restaurer un rucher. Donc c'était très important pour ce type d'action, pour nous c'est très important, parce que c'est un peu sortir, comme je disais, du cadre purement apicole et essayer de partager. Parce que c'est une forme d'action sur les consciences
que les gamins qui ont participé à ça vont en parler, ça va faire comme des petites graines là, qui vont se répandre d'autres choses, un autre type d'élevage des abeilles. Et ces deux actions sur finalement les consciences, qui nous paraît aujourd'hui fondamentale dans un monde où notre économie mondiale est extrêmement corrompue, puisque l'argent sale représente 2 fois le budget de l'armement mondial. Donc, dans ce contexte-là, il est difficile de se reposer uniquement sur les institutions, et il nous paraît important de travailler sur les consciences si on veut que la biodiversité soit préservée. Donc, c'est la raison de notre collaboration déjà depuis plusieurs années avec d'autres conservatoires, avec l'ONG Polynis aussi, pour travailler dans ce sens-là, qui est celui de la sensibilisation des consciences. Et on aime beaucoup, évidemment, quand on le peut, travailler avec des jeunes, parce que c'est les citoyens du demain. Hein. Donc là, ils ont fait un gros travail, puisque le rucher était abandonné depuis longtemps. Ça a consisté à enlever tout le végétal qui avait tout envahi, à faire un peu un travail d'archéologue. Alors il y en a qui étaient plus ou moins assidus à la tâche, hein. Tout ce qu'on voit sur la photo n'était pas forcément hyperactif, mais tout de même, ça a bien avancé. Et on fait ce genre de journée aussi, si ça vous intéresse, avec des adultes, ou avec aussi des adultes et des enfants. Via notre site internet, on propose aux gens de venir en fonction des opportunités à tel ou tel endroit. Alors c'est pas une rêve partie, mais au dernier moment on donne l'indication, ben voilà, il y a un tel à tel endroit qui voudrait restaurer son rucher. Donc si vous venez, nous on fournit un bon repas, on est passé la journée ensemble à creuser des ruches, restaurer des murs, éventuellement remettre des essais. Voilà, il y a tout un tas de végétaux, il y a toute une chaîne qu'on ne voit pas. Ils ont cheminé les bouts de bois. Et c'est prodigieux ce qu'on peut faire comme travail lorsqu'on est une trentaine de personnes. Et on comprend pourquoi ils étaient nombreux dans les campagnes. Comment ils arrivaient à entre guillemets, gérer ce paysage. En fait, c'est possible que s'il y a beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de nouveau du monde dans les campagnes. Il faut qu'il y ait de nouveau un jeu à les vivre et que les gens puissent gagner leur vie. Tout ça est lié. Voilà, alors ce genre d'action aussi très important. Exceptionnellement, là, on avait des photographes japonais en visite qui voulaient voir les rejetons et on en a ouvert une et avec des feuilles de châtaignier, des hampes de feuilles de châtaignier, on est allé prendre un peu de miel pour leur faire goûter. Ils ont trouvé ça très très bon. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que vous voyez que ces gens qui ne sont pas du tout apiculteurs sont au milieu des ruches. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans le modèle de la ruche au tronc, l'abeille, je pense qu'elle soit, va être extrêmement paisible. Et le rucher, vous avez vu les enfants là, précédemment, c'est un rucher qui est situé juste au-dessus d'un potager. Et pendant des siècles, la famille a fait tout son travail dans le potager. Et c'est essentiellement les enfants qui arrosaient les légumes et qui désherbaient au pied des ruches. Et il y avait 50 à 60 colonies d'abeilles noires, non sélectionnées pour leur douceur. Et ça se passait très bien, parce qu'elles étaient dans un terrain sanitaire favorable aussi à leur, on peut dire, l'équivalent de leur psychisme ou de leur émotion. Elles n'étaient absolument pas agressives, parce qu'elles n'étaient pas dérangées souvent par l'apiculteur, ce qui est un peu la base du bonheur pour une abeille. Il ne faut pas être trop souvent dérangé par l'apiculteur. Et puis parce que des conditions de vie générales favorables à l'enrichissement, etc. Tout un ensemble de choses. Et c'est fabuleux, parce qu'on s'aperçoit que les abeilles et les hommes étaient étroitement imbriqués dans l'habitat rural, dans l'habitat de la ferme. Dans certaines fermes, on a des ruches-troncs qui constituent quasiment une pièce même. Vous avez le four à pain, vous avez les tables des chèvres, puis un muret avec une petite porte, et hop, vous vous retrouvez dans le rucher-tronc. À côté du rucher-tronc, il y a le bassin, où les gens allaient laver le linge ou chercher de l'eau. Tout ça est
vit en parfaite harmonie, comme le chat et le chien d'une maison qui ont l'habitude de vivre ensemble et qui ne se bouffent pas l'un l'autre. Donc, on peut très bien coexister avec un certain nombre de colonies d'abeilles noires pour qu'on respecte leur biologie, que ce soit dans des ruches troncs ou dans des ruches modernes, avec des cadres ou des ruches barrées, peu importe. L'essentiel, c'est d'arriver à trouver une apiculture qui soit en harmonie avec leur rythme de vie. Et à partir de là, voilà, il y a la paix. Disons qu'il n'y a pas de conflit. Oui, voilà, ça aussi nous aimons beaucoup faire, c'est-à-dire développer des actions innovantes. En l'occurrence, c'est un membre de l'Arbre des abeilles qui est éducateur spécialisé dans un centre d'handicapés. Et ils ont entrepris de creuser des ruches troncs pour remplacer les ruches manquantes dans le rucher, comme on a vu avec les jeunes autrefois. Donc c'est très important pour nous, là aussi pour sortir de l'entre-soi. Je me rabâche, moi je suis sûr que le message sera passé. Et donc de travailler avec des handicapés. C'est une petite question technique. Le châtaignier, tel qu'il est là, est-ce que c'est du bois vert qui a été coupé comme ça? Oui, alors du bois vert. C'est important de creuser du bois vert, surtout quand on veut confier le travail à des gens pas trop expérimentés, parce que c'est beaucoup plus facile. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que si on creuse le bois quand il est vert, il va se dessécher de manière régulière sur une épaisseur beaucoup moins importante, équivalent à une grosse planche, et il ne va pas fendre. Alors que si vous le laissez sécher, il y a le risque qu'il fende. Donc voilà, c'est très. Ils ont fait déjà une dizaine de ruches et ils vont venir les installer prochainement. On va faire une journée où ils viendront les installer avec leur famille. On va faire un grand repas. Ça va être super. Toujours le repas. C'est très important. Avec du bon de journée. Voilà. Alors, autre action innovante que nous avons fait, je vais vous montrer quelques images et puis on va s'arrêter là. C'était dans les Cévennes, je vous ai parlé qu'il y avait la culture du sarrasin qui était omniprésente et qui a complètement disparu. Alors, heureusement, dans plein d'endroits de France, on voit réémerger. Et là, avec Polynice, on a entrepris de faire des tests de culture. On a pu défricher 1,5 hectare. Et vous allez voir les images des abeilles sur le sarrasin des Cévennes. Voilà, ça c'est aux alentours du rucher conservatoire, c'est la haute vallée du Tarn. Et là, on est en train de préparer la terre. Hein. Donc, c'est bordé des restes d'une châtaigneraie. Et ça fait 1,5 hectare environ. Donc, on n'y connaissait rien. Heureusement, a rejoint l'association Vieil Agronome qui nous a fait tout un tas de littérature sur le sarrasin. Et là, c'était génial parce que c'est un homme d'une grande culture. Vous ne savez pas, mais il y a une académie d'agriculture de France. Et ce monsieur est académicien. Et il nous a sorti toute une littérature sur le sarrasin, puisée dans les anciens traités d'agronomie. Et c'est fabuleux. Dès qu'on remonte un peu dans le temps, on retrouve une prose agronomique absolument géniale à lire. Et on a suivi comme ça tout un tas de lectures pour voir comment s'y prendre. Pour nous, apiculteurs, c'était l'aventure totale. Planter un champ comme ça, faire planter, parce que c'est même pas nous qui avons un tracteur, mais de voir comment, quand, etc. Et puis, ma foi, après beaucoup d'émotions, ça a pris forme. Bon. Et voilà, ça commence à pousser, ça ressemble à ça. Il n'y a pas trop de fleurs encore, mais ça va venir. C'est-à-dire qu'il faut un certain développement. Et à partir de ce certain développement, vous voyez que l'abeille va visiter ces petits plateaux de. Alors, c'est toutes petites fleurs qui ne sentent pas beaucoup, mais qui sont extrêmement intéressantes pour les abeilles. Et au final, ça donne une graine qui est diététique, qui peut permettre des préparations très intéressantes au niveau gastronomie, notamment des pâtes au sarrasin, comme on fait beaucoup au Japon, de la farine, bien sûr, de la bière, du whisky aussi, comme ça se fait au Japon aussi.
Yves, vous utilisez quoi comme graine, comme variété? Alors là, ça c'est de la banane art. Parce que justement sur les nouveaux hybrides, sont beaucoup moins. Oui, intéressants. alors la harpe reste une variété développée par l'INRA Bretagne et reste mellifère. Le reste, je ne suis pas sûr que la graine puisse être réutilisée pendant plusieurs années. En revanche, je ne connais pas assez. Mais pour une première culture, à défaut de trouver des variétés plus locales, parce que par exemple dans le Lot, il y a des amorces, comme nous faisons la conservation de la baignoire, il y a des gens qui essaient de conserver des écotypes locaux de sarrasin. Bon, c'est un peu confidentiel, mais on peut obtenir un peu de semences, mais c'est jamais en grande quantité, évidemment. Mais il y avait par exemple dans le Massif central, il y a le petit blé. Non mais chez nous, sur le 2020, je trouve aussi des Petit blé. On a des variétés de anciennes, sarrasin. quelques paysans. Voilà, donc ça, on ne le trouve pas partout. Hein. Mais voilà, visiblement, l'abeille récolte aussi du pollen. Voilà à quoi ressemble le champ en période de floraison, surveillé par l'apicultrice, qui surveille les abeilles, c'est bien connu. Donc c'est très beau, c'est très beau. On a fait les premiers pas d'agriculteurs. On s'est rendu compte aussi que si on voulait avoir une récolte, il fallait protéger la culture avec une clôture électrique. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. Il y a des amateurs, voilà. Il y a de bonnes choses. Il y a les sangliers, il y a les chevreuils. Voilà, c'est fini. On peut discuter un peu si vous avez des questions. Et votre conservatoire, tu disais, il est en ruche d'Adam. En d'Adam, essentiellement dans des hausses d'Adam. Tu peux nous en parler un petit peu Alors on peut parler, dire que c'est un rucher conservatoire, ce n'est pas encore un vrai conservatoire. Hein, puisque normalement, c'est un rucher conservatoire, nous avons eu la chance avec l'équipe du CNRS pendant des années d'avoir le résultat. On a eu le résultat d'analyse ADN qui ont mis en évidence le fait que sur ce site, on pouvait avoir une certaine pureté à baignoire et que le résultat des fécondations était, on va dire, assez pur, hein, malgré l'aspect continental. On arrivait à avoir une densité d'abeilles noires suffisante pour que les reines fécondées génèrent des colonies qui présentent un profil ADN bien abeille noire, hein, et avec des variantes de type qui montraient une certaine diversité. Ça, c'est un travail que nous avons fait pendant des années, et maintenant nous sommes passés à l'étape suivante, je ne sais pas si nous pourrons la mener à bout, qui est celle de créer une zone de protection beaucoup plus ample, qui dans une perspective scientifique, ça c'est le domaine de Lionel Bernery, serait les circonstances idéales pour la conservation de l'abeille noire sur un territoire donné. Nous allons tout faire pour mener cela à bien, malgré une certaine tiédeur, je dirais, des institutions, notamment de celles qui théoriquement sont en charge de la biodiversité sur notre territoire, qui est étonnante, parce que visiblement, la filière apicole a un peu la priorité sur la biodiversité dans notre territoire, qui est pourtant un territoire à vocation de conservation de la biodiversité.